Bonsoir, le président Ernest Bai Koroma à Conakry, une visite d'amitié et de travail. Il s'est entretenu avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sur l'intégration africaine. Kalinko, après la tragédie, un tour de table pour écouter les raisons de cette barbarie. Les pyromanes semblent revenir à de meilleurs sentiments pour enterrer la hache de guerre. Mardi Gras aujourd'hui, le dernier jour avant le début du carême chrétien. Qu'est-ce que le Mardi Gras? Comment est-il célébré? Pourquoi? Toutes les réponses à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. La visite d'amitié et de travail ce matin du président Ernest Bai Koroma, il a été accueilli à l'aéroport par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'entretien a porté sur l'intégration et la coopération sous-régionale. Mahmoud Bari. Cette visite d'amitié et de travail du président sierra-léonais en Guinée s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales. Ernest Bai Koroma a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce déplacement du président léonais sera mis à profit pour passer en revue plusieurs questions, notamment d'intégration sous-régionale, de sécurité transfrontalière, de mobilité des personnes et de leurs biens, ainsi que de développement socio-économique. La Guinée partage plusieurs kilomètres de frontières avec la Sierra Leone, un État de plus de 7 millions d'habitants. Le président Alpha Condé et son hôte Ernest Bai Koroma vont également échanger sur la nécessité de promouvoir et renforcer les institutions d'intégration sous-régionale et africaine. Il s'agira pour les deux dirigeants de consolider les acquis, mais surtout de partager efficacement les expériences. Le président de la République va partager sa riche expérience en matière de gestion des affaires de l'État et de leadership en matière d'action en faveur du continent africain. Déjà, les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Après cet entretien chaleureux et cordial, le président de la République a conduit Ernest Bai Koroma à sa résidence. Ici, un second tête-à-tête a eu lieu entre professeur Alpha Condé et le chef de l'État léonais. Une occasion de réaffirmer leur engagement à renforcer les liens d'amitié et de diversifier la coopération entre Conakry et Freetown. Ce serait une note de satisfaction que les présidents Alpha Condé de Guinée et Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone se sont quittés cet après-midi à Conakry. À Kalinko, le point sur la situation ce matin. Les camps rivaux étaient autour d'une table pour d'abord constater ce qu'ils ont cassé, ensuite tenter de hisser le drapeau blanc. Une médiation réussie grâce à l'implication des ressortissants basés à Conakry. Kerno Younoussaba. Tout porte à croire que la hache de guerre est enterrée entre les camps rivaux de Kalinko. Ce matin, sous l'arbre à palabres, les différentes parties ont aplani leurs différends. L'on se rappelle, il y a une semaine, le retard dans la publication des résultats communaux, dit-on, avait provoqué des incidents malheureux, causant des morts et des dégâts matériels importants. L'UFDG accusait la CESPI de vouloir falsifier les résultats. Un seul résultat. On dit si le résultat ne sort pas, et on va brûler la ville. Ensuite, au lieu de brûler la ville, ils ont brûlé les enfants. Et c'est le futur de demain. On ne peut pas gouverner sans la population. Vouloir brûler toute la ville, tu vas vraiment gouverner les bidonvilles. Cette rencontre a débouché sur un protocole d'accord de 6 points, dont le retour de ceux qui avaient fui le village, ainsi que la justice en faveur des victimes. Accord qui semble faire l'unanimité. Chacun est descendu dans son village, à sensibiliser dans son village, avant qu'on se rencontre ici ce mardi. Donc, si les haches de guerre sont maintenant enterrées, je remercie Allah, je remercie la population de Kalinko d'avoir accepté ce consensus. La sensibilisation, chacun de nous a eu à le faire. Je l'ai toujours dit, je dis merci à la population de Kalinko qui s'est résignée malgré les peines, malgré la violence, malgré tout ce qui s'est passé dans le village. Mais nous voulons insister sur le fait que les 6 recommandations qui ont été lues ici, qu'on en tienne compte sans parti pris,
à quelque audience possible, si tu es coupable, que tu sois pris par la loi et puni. Les forces de l'ordre qui assurent la sécurité des habitants depuis les événements malheureux ont servi d'interface lors de ces pourparlers. Aujourd'hui, ces hommes en uniforme fondent un grand espoir sur les résultats obtenus. Il y a des gendarmes. Moi, je suis là, je suis en train de coordonner les opérations. Et depuis que vous êtes là, vous-même, vous avez constaté qu'il y a l'accalmie. Et de jour en jour, ça ne fait que s'augmenter. Je crois que si Dieu nous donne la chance, aujourd'hui, ça va être la clôture de toutes les négociations. Vous-même, vous serez rassuré que la paix est revenue totalement à Kalinko. En guise de soutien et de réconfort moral, les sinistrés ont bénéficié de leurs ressortissants et des bonnes volontés une enveloppe de plus de 130 millions de francs guinéens. Au terme de cette rencontre, des prières ont été dites pour l'unité du pays et la paix à Kalinko. La tragédie qui a endeuillé les familles à Kalinko d'Andingirai touche les autorités à Conakry. Le président de l'Assemblée nationale a adressé ses condoléances aux familles éplorées et exhorté les ressortissants à œuvrer pour le retour rapide de la paix dans la localité. Abdoulaye Diallo. Les violences post-électorales survenues à Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye sont considérées comme une tragédie qui choque le pays. Au nom des élus du peuple, le président de l'Assemblée nationale présente les condoléances aux ressortissants de cette sous-préfecture à Conakry. Recevoir M. honorable député Koulou, président de l'Assemblée, parmi les citoyens de Kalinko, c'est un grand plaisir, mais un plaisir que nous n'aurons pas souhaité dans le passé, parce qu'il vient pour une circonstance très douloureuse qui nous a affectés très profondément. En priant pour toutes les vies humaines perdues au cours des différentes périodes électorales en Guinée, l'honorable Claude Kori Kondianou a une nouvelle fois prêché le pardon. Je voudrais avec vous, vraiment, et très sincèrement, demander à mes compatriotes de sortir de cette logique de passion dans laquelle ils sont enfermés, pour privilégier la raison, car c'est seulement cette raison qui va amener les Guinéens et les Guinéennes à se donner la main, à s'asseoir ensemble pour qu'enfin on construise la Guinée. Des vœux sont formulés pour que les citoyens se débarrassent de la passion et des violences qui accompagnent des rendez-vous électoraux dans le pays. Élection locale, 9 jours après la tenue du scrutin, on n'a toujours pas les résultats globaux. Pourquoi? Sur 342 circonscriptions électorales, la CENI n'a traité qu'une centaine de procès-verbaux. Comment ce retard s'explique-t-il au sein de l'institution? Makemed Onzo. Depuis vendredi dernier, la Commission électorale nationale indépendante proclame au compte-gouttes les résultats partiels définitifs du vote du 4 février. Sur 342 circonscriptions électorales, le verdict de 180 procès-verbaux est connu. Le traitement pointueux des procès-verbaux serait à la base du retard enregistré dans la proclamation des résultats 9 jours après le scrutin. Donc la première raison pour laquelle il n'est pas possible pour la CENI de procéder à la proclamation tout de suite des résultats, parce que tout simplement, les PV sont remontés de manière physique des bureaux de vote jusqu'au niveau des lieux de centralisation. Alors, au lieu de centralisation, le travail qui est mené de manière totalement manuelle aussi. C'est la loi qui le veut comme ça. Les commissions sont mises en place, elles s'organisent pour travailler, ça prend un certain délai pour qu'elles se mettent ensemble, et qu'au soir de leur travail, ils rédigent ce qu'on appelle les PV de centralisation. Ces PV, parce qu'il y a leur opposabilité, doivent être remontés par le magistrat qui a présidé les CACV. Parce que quand nous recevons les PV ici au niveau de la centralisation, au niveau de la totalisation, nous sommes obligés de les regarder tranquillement, nous assurer que les données qui y sont inscrites sont conformes à ce qui a été fait sur le terrain. S'il y a des petites corrections à faire, nous corrigeons ces corrections. Et je crois que le président, au fur et à mesure, procède à la proclamation des résultats. Pour ces élections locales, la CENI n'a pas le droit de toucher au suffrage venant des commissions administratives de centralisation des votes. Son travail est donc bien limité. Au niveau de ces PV, il y a une donnée que nous ne touchons pas. C'est le suffrage obtenu par les entités, les listes de candidature.
Mais naturellement, étant donné que les travaux se font de manière manuelle au niveau des CACV, vous avez des incohérences entre un certain nombre de chiffres. Donc la commission de totalisation qui siège au niveau de la CENI passe toute la journée à apporter des corrections sur ces incohérences, notamment sur le taux de participation, sur le nombre de bureaux de vote, sur le nombre d'électeurs. Il y a assez d'erreurs sur ces questions-là. La proclamation des résultats définitifs partiels se poursuit au siège de l'institution électorale. Jusqu'hier lundi, les procès-verbaux de 8 circonscriptions électorales n'étaient toujours pas parvenus à la CENI. Je précise qu'après les résultats de cet après-midi, il ne reste plus que 128 circonscriptions électorales. Ces résultats sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux, mais parfois avec des publications passionnelles. Facebook et Twitter sont-ils devenus des armes de déstabilisation de la paix? Existe-t-il surtout des dispositions juridiques pour poursuivre ceux qui incitent à la haine sur les réseaux sociaux? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Depuis les élections du 4 février, des commentaires écrits et vidéos enveniment les réseaux sociaux. L'Agence nationale de sécurisation des systèmes informatiques, dont la mission est de lutter contre les infractions sur le net, attend toujours de faire parler d'elle. Quiconque crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme que ce soit des messages, photos, écrits, dessins ou toute autre représentation de théorie ou d'idées de nature raciste ou xénophobe par le biais d'un système informatique sera coupable de délit et sera puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans de prison et d'une amende de 100 millions à 300 millions de francs guinéens. La complicité pour la commission de telles infractions est également répréhensible. En Guinée, les usagers de l'Internet sont estimés à plusieurs millions. Pour assurer leur sécurité sur la toile, la Guinée a adopté 2 textes de loi. L'un relatif aux technologies de l'information, l'autre sur la cybersécurité. Ils permettent de poursuivre les auteurs de messages de violence sur Internet. Tous les usagers de l'écosystème, des TIC et de l'Internet doivent faire preuve de responsabilité en utilisant ces outils-là, qui sont des outils formidables, mais qui peuvent s'avérer dangereux. Dangereux d'abord pour chaque individu, parce que lorsque vous ne savez pas quoi mettre, quoi dire, quoi faire, dans cet écosystème-là, sur Internet, les réseaux sociaux, vous vous exposez. Pour traquer la criminalité sur Internet, il est créé depuis 1 an une brigade mixte police-gendarmerie. Son fonctionnement peine à produire des effets sur la toile. Peut-être la dernière annonce ferme du ministre de la Citoyenneté pourrait rendre opérationnelle cette brigade. Coopération universitaire, Gamal et une université de Tunis deviennent partenaires. La convention est signée. L'idée, c'est de faire un échange d'expériences dans le domaine de la médecine, entre autres. Francis Collier. Le souci pour la qualification de la formation en médecine pousse les autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry à renforcer les bases de la coopération avec l'université Sfax de Tunisie. Il s'agit du renforcement de la capacité organisationnelle et opérationnelle de la faculté de médecine de Conakry. Dans cette démarche, les échanges d'étudiants, la formation continue en master et en doctorat, ainsi que l'intégration des NTIC pour la qualité des données figurent en bonne place. Cette convention est fort importante parce qu'elle va nous permettre de collaborer sur différents plans, à savoir la formation prégraduée des étudiants, c'est-à-dire avant le stade de licence, de master et de doctorat, mais aussi de réaliser des travaux de recherche ensemble, travaux de recherche qui viseront essentiellement la recherche appliquée pour résoudre certains problèmes que rencontre la population d'une façon générale. Le recteur de l'université de Conakry fonde de l'espoir sur cette coopération pour dynamiser le niveau de recherche médicale avec de nouvelles approches intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous espérons qu'après cette signature, nous allons très rapidement
mettre en œuvre cet accord de partenariat en signant des avenants, en fonction de différents domaines. En tout cas, le partenariat a pour objectif principal l'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche dans les deux universités. Il y a par exemple les échanges d'étudiants, il y a aussi la tenue de colloques, de séminaires et des recherches communes. Donc il y a beaucoup de perspectives en vue. Avec la diversification des partenaires universitaires, la faculté de médecine odontostomatologie de Gamal pourra enfin redorer son blason. Une mission de l'administration de contrôle des grands projets est en séjour de formation à Abidjan. Le stage est assuré par le Bureau d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire. L'objectif est de doter la mission guinéenne d'outils performants pour qualifier les agents. Mamadi Gassama, envoyé spécial. Dans les années à venir, les autorités guinéennes ambitionnent de mettre en œuvre ces projets phares. Cette révolution nécessite en amont la mise à niveau de ces experts. Après la signature de conventions entre l'administration des contrôles des grands projets et le Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire en décembre dernier, une mission de l'ACGP est à Abidjan pour faire la revue à mi-parcours des activités menées par les experts guinéens durant ces 3 semaines de formation. Notre mission, c'était de venir prendre la part d'évaluation de nos jeunes auprès du BNET par rapport à la formation reçue et prendre de l'autre côté aussi la part d'évaluation du BNET de la capacité de nos jeunes à absorber la formation donnée. Au recoupement, nous pourrions trouver ce qu'il faut pour faire un recadrage de manière à optimiser la formation. Cette phase d'immersion s'étend sur 1 mois. Les profils de formation sont axés essentiellement sur la réalisation des projets prioritaires de l'État. Il s'agit entre autres de l'aménagement du schéma directeur de Kaloum, la réalisation de la route nationale Koya-Mamoun-Dabola, le transfert des bâtiments administratifs sur le site directionnel de Koloma. À cela s'ajoute l'aménagement de 320 hectares de terres agricoles sur le fleuve Sankarani. Selon toutes leurs spécialités, nous avons montré comment est-ce que de façon générale on gère un projet de bout en bout. Donc ils ont acquis toute cette méthodologie et ensuite nous leur avons montré comment est-ce qu'il faudrait rédiger des thèmes de référence, monter un dossier d'appel d'offres selon qu'il se trouve dans la peau d'un maître d'ouvrage ou bien dans la peau d'un maître d'œuvre. Donc nous avons donné toute cette méthodologie-là de sorte qu'en retournant en Guinée, ils soient suffisamment outillés pour traiter tous les dossiers d'appel d'offres auxquels ils seront soumis. En s'inspirant du modèle de Benet, les responsables de l'administration de contrôle des grands projets entendent faire de l'institution un levier de développement en matière de réalisation des projets d'intérêt public. La Chine offre des machines à coudre à un groupe de jeunes filles guinéennes. Celles-ci avaient auparavant participé à un stage de formation à Pékin grâce à l'implication personnelle de la First Lady Hadja Diané Condé. Le don vise à accompagner le projet d'autonomisation des jeunes filles. Maurice Sidibé. Après plus de 3 mois de formation intense en Chine, de retour en Guinée, ces femmes boursières venues de Conakry et de l'intérieur du pays reçoivent 70 machines à coudre et accessoires, mais aussi une quantité importante de perles. Cette action est le fruit du partenariat fécond entre l'ambassade de la République populaire de Chine en Guinée et la fondation Prosmi de la première dame de la République. Ces outils vont permettre à ces boursières de mettre en pratique les connaissances acquises en Chine. Monsieur l'ambassadeur, vraiment ces femmes que vous voyez là, d'autres sont à Kissidougou et à l'intérieur du pays. Grâce à vous, ne dépendront plus de qui que ce soit, mais surtout elles vont sortir de la pauvreté. Alors elles ont appris des métiers du tissu, comme l'intitulé le disait. Et j'ai l'intention de mettre ces femmes comme des formatrices. Déjà, ces machines qui sont là vont les permettre de ne pas perdre la main. Parce que les métiers de la main, quand on ne pratique pas, on oublie. Donc là, elles-mêmes, elles vont se recycler, réapprendre pour consolider les acquis qu'elles ont eus en Chine. Déjà à Conakry, à Kissidougou, à Kankan, partout où ces jeunes femmes ont été sélectionnées, nous allons faire descendre de 10, 20 machines par ville
Merci infiniment du fond du cœur. Nous comptons toujours sur vous, et pour la Fondation, et pour ces jeunes filles. Et en collaboration avec la ministre de l'Action sociale, nous comptons sur vous pour que l'année prochaine, nous ayons encore beaucoup plus de places de bourse pour ces jeunes femmes. L'octroi de ces machines de dernière génération est une manière pour la représentation diplomatique de la République populaire de Chine en Guinée de contribuer à la promotion et à l'autonomisation des femmes guinéennes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'action pour l'amitié et la coopération sino-africaine. Ce lot de matériel composé de divers types de machines à coudre, malgré la quantité limitée, traduit encore une fois la bonne volonté de la partie chinoise de soutenir la Guinée dans sa cause de la femme et de l'enfant. J'espère que cela pourrait apporter une aide tangible à la Fondation dans ses activités et aux femmes guinéennes dans le renforcement de leur capacité professionnelle. Au cours de leur séjour de formation en Chine, ces Guinéennes ont confectionné plusieurs articles en haute couture, en broderie chinoise et en perlage, présentés ici à la première dame de la République. D'autres jeunes filles guinéennes déscolarisées seront recrutées afin qu'elles bénéficient à leur tour de l'initiative de la Fondation Prosmi. Religion, vous avez certainement dû entendre l'expression Mardi Gras. Eh bien, c'est aujourd'hui. L'expression désigne le dernier jour des repas ordinaires, les dernières festivités avant le coup d'envoi du carême chrétien. Ce coup d'envoi, c'est demain, 40 jours de pénitence, mais d'abord ce Mardi Gras que notre reporter Marie-Angélique Bangoura a célébré à la paroisse de Coléa. Suivez. Le Mardi Gras commence par un carnaval. Les fidèles chrétiens parcourent leur quartier tout en entonnant des chants accompagnés de danses. Le carnaval du Mardi Gras entraîne les participants avec un accoutrement et un déguisement peu ordinaire. Les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. C'est la mode du jour. Mardi Gras représente beaucoup de choses pour moi parce que demain je dois commencer le jeûne. Donc ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est aujourd'hui qu'on a terrassé les satans, tué les satans, brûlé les satans. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis très content. La tenue appartient à qui? La tenue appartient à mon fils. Mais c'est moi qui l'ai fait pour lui à Wende Kenema. Et tu as profité pour... Oui, j'ai profité de porter ça aujourd'hui pour que je puisse me recréer dedans. À la veille du temps de carême, toutes les églises catholiques suivent le même rythme. À Saint-Michel de Coléa, les fidèles manifestent leur joie d'accueillir les 40 jours de pénitence. Les derniers instants d'avant-carême offrent un menu varié. La jeune et la vieille génération est au rendez-vous pour un grand festin. Avant d'entrer en carême, nous devons festoyer et montrer que on a vécu un temps paisible, un temps ordinaire, et on essaye de se repentir en oubliant le vieil homme pour entrer en carême. Le chrétien, il est très content de commencer son carême, de faire sa pénitence, d'aller à la conversion, d'aller vers Dieu pour sa conversion. Demain, mercredi des Cendres, le chrétien rentre de plein pied dans cette période de pénitence qui s'étend sur les 40 jours. Un temps qui fait allusion aux 40 jours de Jésus passés dans le désert. Désormais, les fidèles chrétiens revêtent avec joie une attitude nouvelle au service de leur foi, tout en invitant les autres fidèles d'être témoins de Jésus-Christ en acte et en vérité. Les hommes habillés en femmes et les femmes en hommes. Intéressant. Au sujet d'ailleurs de ce carême chrétien, je vous propose à suivre la déclaration du secrétaire général des affaires religieuses à l'intention des fidèles chrétiens de Guinée. Suivez. C'est une démarche de foi hautement spirituelle et dont le fait positif a une importance fondamentale pour la quiétude sociale, aussi bien dans notre beau pays, la Guinée, que dans le reste du monde. Le gouvernement de la Troisième République, au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et de celui de M. Mamadi Youla,
Premier ministre, chef du gouvernement, compte entièrement sur vous, car le temps de prière et de jeûne est un moment très favorable pour communier, parler avec Dieu, créateur et dispensateur de tous les biens, afin d'obtenir sa miséricorde divine et le renforcement de cette dernière. À cette occasion solennelle, je me fais le devoir de souhaiter à tous les fidèles chrétiens très bonne carême 2018. Le peuple de Guinée a confiance aux résultats des prières faites par les fidèles croyants que vous êtes, surtout pendant ce moment de crise que traverse notre pays. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous remercie. Et puisqu'on parle de christianisme, la convention d'une mission évangélique s'est ouverte hier à Conakry. Une convention thématique, des panels sont prévus pour mieux connaître le Saint-Esprit. La rencontre va durer une semaine. Tabansila, Robert Bangoura. Pendant 7 jours, ce temple religieux va regrouper des milliers de fidèles autour du thème « Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main ». Tiré de Job, chapitre 29, verset 20. C'est en faveur de sa convention nationale, édition 2018. La convention de la mission évangélique, vraiment, c'est un système d'unité parmi les enfants de Dieu, puisque Jésus-Christ est venu nous unir, et c'est un système de retrouvailles pour nous, puisque nous sommes un peu éparpillés, pour que nous puissions avoir la chaleur divine entre nous. La convention évangélique nationale REMA se tient en Guinée à un moment très agité depuis le lendemain des élections communales du 4 février. Ces missionnaires entendent faire des prières pour un climat de paix et de quiétude dans la cité. Depuis, nous sommes en train de prier pour la Guinée surtout, parce qu'il faut la paix en Guinée. Et nous la réclamons. Et le Seigneur va nous donner cette paix. Le diable tente de troubler la Guinée, mais nous amortissons cela par des prières. Et le Seigneur nous écoute, puisque c'est ça notre objectif. Parce que le Seigneur a dit, priez pour la paix dans le pays que vous êtes. Votre paix en dépend. Venus de la Guinée, du Sénégal, du Bénin, de la France et des États-Unis, ces hôtes ravis de participer à ce séminaire prédisent pour la Guinée un bel avenir à travers notamment les différentes invocations qui seront faites durant tout leur séjour. I've been coming to Conakry since 1996. Je viens en Guinée, ça fait depuis 1996, je viens régulièrement en Guinée, et il faut avouer qu'à chaque fois que je viens, je vois le progrès et le changement, et c'est une fierté. Et comme nous le savons, dans la plupart des pays africains, il y a les défis, il y a des contraintes, mais ce qui reste clair, si nos leaders répondent aux besoins du peuple et non aux intérêts personnels, je pense que les choses vont aller de l'avant. Et moi, je pense que la Guinée bouge de l'avant, je suis fier de la Guinée. Do more if our leaders would sacrifice more of their time. Ces disciples mettront cette rencontre à profit pour partager des enseignements relatifs à la connaissance du Saint-Esprit afin de permettre à tous les participants d'être dans la chaleur divine. En plus bref, la signature d'un mémo entre le secrétariat aux affaires religieuses et l'ambassade d'Égypte. Également, une formation à l'intention de plusieurs imams du pays, mais surtout, cette sortie fracassante de la société civile condamnant l'agression perpétrée contre le président de l'institution. La Guinée en bref avec Aboubakar Diaby. Dans le but de renforcer la coopération guinéo-égyptienne dans le domaine religieux, un mémorandum d'entente est signé entre le secrétariat général aux affaires religieuses et El Laza Al-Sherif.
Il s'agit d'un accord visant à promouvoir la formation des étudiants issus des institutions franco-arabes du pays en leur octroyant des bourses d'études pour l'Égypte. À cette même occasion, une vingtaine de livres d'interprétation du Coran est offerte aux différentes mosquées de la capitale. Et nous sommes là pour les relations égypto-guinéennes. On espère que ça va aller plus fort cette année. L'accord, c'est renforcer la coopération dans le domaine religieux entre le ministère des Affaires religieuses et Al-Azhar al-Sharif en Égypte, dans le domaine les écoles religieuses, le mosquée, les bourses pour les étudiants dans le domaine religieux. Créée il y a 30 ans, l'AEMG est une association qui regroupe les jeunes élèves et étudiants qui ont en partage un même idéal, promouvoir la foi islamique au sein de la couche juvénile. À l'issue de ce 8e congrès, le bureau est renouvelé. Adrahim Sow passe la main à Mohamed Fodé Sako, à la tête du comité exécutif national de l'association des élèves et étudiants musulmans de Guinée. On a passé la main à une autre équipe. Grosso modo, on s'est focalisé sur l'administration et sur l'engagement des membres. Parce que l'AEMG est une structure qui a 30 ans d'existence, qui a pratiquement mon âge, donc c'est vraiment un grand travail. On a engagé assez de choses, l'administration, l'installation des organes de base, la formation, la communication. Voici de façon succincte quelques actes qu'on a pu poser. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a fait une déclaration ce mardi à son siège suite à l'attaque de son président dans la nuit du samedi 10 février 2018 sur l'axe Bambeto. Cette attaque intervient à un moment sensible de notre pays où le CNOX et ses démembrements mènent des caravanes de sensibilisation en faveur de la paix et la non-violence à Conakry et dans certaines préfectures affectées par les violences post-électorales. Au regard de cette grave et préoccupante situation, le CNOX rappelle à l'opinion nationale et internationale que l'accomplissement de son rôle de veille, d'alerte, de proposition et d'interpellation citoyenne ne doit souffrir d'aucune intimidation et des menaces devant les nobles objectifs à atteindre. Crise syndicale. Des concertations se sont ouvertes ce mardi à la primature. Autour de la table se trouvaient des membres des deux équipes du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le patronat, des parents d'élèves et le Premier ministre, chef du gouvernement. Pas d'accord formel, mais les négociations se poursuivront demain mercredi. Au sujet de cette crise, il y a quelques jours, les jeunes du SLEG étaient en tournée à l'intérieur du pays. Leur mission, expliquer de façon méthodique les négociations engagées entre les centrales syndicales et le gouvernement. De retour à Conakry, l'équipe a fait un compte-rendu aux médias. Je vous propose de suivre un extrait de la responsable des conflits de l'USTG. Suivez. Nous venons de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui, au niveau de l'éducation et au niveau des autres secteurs de la fonction publique, on est allé faire un large dialogue inclusif. Qu'est-ce que ce dialogue inclusif veut dire? C'est de dire la vérité, rien que la vérité à nos fonctionnaires, à nos intellectuels et surtout à nos jeunes enseignants. Quand un mouvement se déclenche, d'abord les 40% sur la valeur monétaire du point d'indice, c'est un acquis de l'intercentrale et de l'intersyndical de l'éducation. Ça ne vient pas d'un individu. Quand maintenant ces individus veulent s'accaparer de cet acquis de 40% que le syndicat a eu pour dire que si moi j'étais là, on allait appliquer les 40% à la fois, vous voyez là où le bas blesse. En plus, pour agrémenter ces différentes plateformes que nous ne considérons pas aujourd'hui, parce qu'une plateforme concernant l'augmentation des salaires est fondée sur une base de pourcentage et non sur une base chiffrée. On dit aux jeunes, suivez-nous. Quand nous réussissons avec notre plateforme, vous aurez 8 millions comme salaire de
base. On a vu ça dans aucun pays du monde. Même à Jakarta, quand on veut faire des négociations autour d'une augmentation salariale, c'est sur base de pourcentage, mais pas sur base chiffrée. Je vous reviens encore pour vous dire, le risque dont vous parlez, c'est un risque aujourd'hui qui interpelle tout le monde. C'est un risque qui interpelle vous les journalistes, parce que vous êtes là, c'est pour encore rassurer le peuple de Guinée, pour ne pas qu'il y ait casse, pour ne pas qu'il y ait mort d'homme, pour ne pas qu'il y ait violation, ou en tout cas pour ne pas qu'il y ait des filles ou des garçons violentés. Donc ça nous interpelle tous. Ça interpelle les parents d'élèves. On aurait souhaité que les parents d'élèves, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves, soient avec ces jeunes que vous voyez là, pour dire aux parents d'élèves que les enfants, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une année blanche, parce que nous défendons les causes des travailleurs et des causes justes. Ça nous interpelle, nous, en tant que syndicalistes, pour ne pas que quelqu'un d'autre ou un autre groupe se désolidarise pour prendre les acquis que le mouvement syndical a fait avec les deux centrales syndicales les plus représentatives, la CNTG et l'USTG, avec leur fédération de l'éducation, la FSP et le SLEG, que quelqu'un s'accapare de ça pour dire c'est moi ou rien. Là, ça nous interpelle à tous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est revenu de l'intérieur, il y a même des équipes qui sont encore à l'intérieur. Quand on a fini notre dialogue inclusif, quand on a donné toutes les explications y afférentes, comme l'ont fait les jeunes tout à l'heure, du moins, ils étaient là, ils se demandaient mais pourquoi on a suivi ce mouvement, pourquoi? Ils nous ont reproché d'une seule chose. Je suis pour la vérité, rien que la vérité. Il y a une rétention d'informations. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu manque de communication? Ça, c'est un protocole d'accord à mi-parcours qui a été signé. Il fallait attendre qu'on termine les autres points de la plateforme revendicative. D'abord, concernant le reste des points sur l'éducation, sur la santé, parce que la santé a le même statut particulier que l'éducation. Sur les 12 points de la santé, on n'avait touché que 3 points. Pendant qu'à l'éducation, il ne restait que ce point concernant les 1030 qui intéressent et l'éducation et la santé. Donc ce protocole à mi-parcours a été signé. Ils se sont accaparés de ça pour dire non, si nous on était autour de cette table-là, au lieu de faire des échelonnements sur les 40%, on allait les payer maintenant là, à la fois. Et maintenant, suivez-moi, dès après ça, on va faire un mouvement et vous aurez 8 millions comme salaire de base. Vous êtes des jeunes. On est tous pressés aujourd'hui à avoir de l'argent. Dès que quelqu'un entend ça, au lieu de chercher à comprendre les tenants et les aboutissants, il saute pour la chose et puis il suit. C'est comme ça que ça s'est passé exactement. Et nous qui revenons des missions là, nous connaissons déjà la position de nos enseignants à l'intérieur du pays qui disent qu'ils sont suffisamment informés, qu'ils sont avec le mouvement syndical guinéen. Ils sont avec les deux centrales les plus représentatives dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À l'intégralité de cette intervention tout à l'heure, juste le temps de refermer cette édition en précisant que les négociations syndicales qui se sont ouvertes aujourd'hui à la primature se poursuivront demain mercredi. Bonsoir. À l'intérieur du pays. Toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui, au niveau de l'éducation et au niveau des autres secteurs de la fonction publique, on est allé faire un large dialogue inclusif. Qu'est-ce que ce dialogue inclusif veut dire? C'est de dire la vérité, rien que la vérité à nos fonctionnaires, à nos intellectuels et surtout à nos jeunes enseignants. Nous avons des